Les secrets ne meurent jamais vraiment. Ils attendent, tapis dans le silence d'une maison au bord des falaises, ou dans le tic-tac oublié d'une montre à gousset. Cette histoire vous emmènera là, où le passé refuse de se taire, et où la vérité murmure à voix basse. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Presse, entrons dans l'histoire. La lettre m'était parvenue un lundi matin, glissée parmi la pile de correspondances habituelles que je laissais s'accumuler sur le coin de mon secrétaire. Le nom au dos de l'enveloppe me fit froncer les sourcils. Andrew Redmayne. Cela faisait plus de 10 ans que je n'avais eu de ses nouvelles. Un camarade d'Antin, brave garçon, serviable et cultivé, que j'avais connu dans les derniers mois de la guerre, alors que l'absurde côtoyait l'inévitable. Le papier était d'un blanc un peu jauni, l'écriture nerveuse mais élégante. Il n'y avait rien d'urgent, du moins à première vue. Andrew m'invitait à passer quelques jours à Thornton Edge, le domaine familial, situé dans le Yorkshire, et pourtant, quelque chose, dans la formulation, m'intriguait. « J'aimerais, écrivait-il, pouvoir vous parler à nouveau, Hastings, avant qu'il ne soit trop tard. » Cette dernière phrase me resta en tête comme une aiguille, dans le revers d'un veston. Que voulait-il dire? Était-il malade? Avait-il des révélations à faire, ou simplement le poids du souvenir à partager? Je déposai la lettre avec soin sur le guéridon et me tournai vers Poirot, assis à son bureau, concentré sur la disposition minutieuse de ses carnets. Sa moustache paraissait particulièrement rigide ce matin-là, signe qu'il n'avait pas encore prononcé son premier mot du jour. « Poirot, dis-je doucement, que diriez-vous d'un petit voyage à la campagne ?» Il prit la lettre entre deux doigts, comme un bijou ancien, et la parcourut d'un œil méthodique. Je le vis incliner légèrement la tête, froncer les sourcils, puis tapoter l'enveloppe du bout de l'index. « Mon cher ami Hastings, murmura-t-il, ce n'est pas une invitation. C'est un voile jeté sur une vérité que l'on ne sait comment dire. » Je le regardai, surpris. « Vous croyez qu'il cache quelque chose ?» Il posa la lettre sur la table. « Je le crois. Oui. L'homme qui écrit avant qu'il ne soit trop tard ne parle pas de lui. Il parle de ce qui l'entoure, peut-être même d'un secret ancien qu'il sent sur le point d'éclater. » Je ne pus m'empêcher de sourire. « Vous supposez toujours des drames, Poirot. »« Mais bien sûr, » fit-il en se levant. « C'est pour cela que je suis moi, et que vous êtes vous. » Il referma son petit carnet noir, se dirigea vers la fenêtre et observa la rue déserte. « Allons-y, Hastings. Cette lettre ne demande pas une réponse, elle exige une présence. Nous irons à Thornton Edge. » Nous partîmes 2 jours plus tard, sous un ciel bas, effiloché de nuages traînants. Le train vers le nord serpentait à travers les plaines anglaises, puis grimpa peu à peu vers une lande sauvage que le vent semblait labourer sans fin. Poirot restait silencieux, scrutant le paysage avec une sévérité presque religieuse. À mesure que nous approchions du domaine, un sentiment de repli m'envahit. Thornton Edge apparaissait enfin, à l'horizon, comme posé au bord de la falaise, dos tourné au monde. Une bâtisse austère, en pierre sombre, à peine adoucie par un jardin figé dans l'hiver. Poirot murmura. « C'est une maison où le passé a trop de place. Nous allons y marcher sur des cendres encore tièdes. » Nous fûmes accueillis par Kingsley, un majordome maigre et silencieux, dont le regard effaçait les mots. Le vestibule, haut de plafond, résonnait d'un vide froid. Un tapis fané menait jusqu'à un escalier d'acajou, et plus loin, un salon où brûlait un feu réticent. L'air sentait l'huile ancienne, le cuir et le silence. Andrew arriva peu après, visiblement soulagé de nous voir. « Hastings,
dit-il en me serrant la main avec chaleur. « Et Monsieur Poirot, j'ignorais que vous viendriez tous les deux, mais je suis heureux. » Il avait vieilli, le front marqué, les épaules plus basses. Son regard, cependant, gardait cette franchise qui m'avait plu jadis. « Ma famille, reprit-il, n'est pas des plus accueillantes ces temps-ci. Père est malade, les choses sont compliquées. » Il nous mena jusqu'à nos chambres, puis nous proposa de rencontrer le reste de la famille plus tard. Dans le couloir, nous croisâmes brièvement une jeune femme au port altier, Cécilia, sa sœur, et une autre plus effacée, Éléanore, la belle-fille. Elles nous saluèrent avec politesse, sans chaleur. Poirot me souffla. « Chacun ici joue un rôle, Hastings, mais aucun ne connaît encore le nom de la pièce. » Nous fûmes introduits dans la chambre de Philip Redmayne en fin d'après-midi. L'homme, alité, avait le visage durci par la vieillesse, mais les yeux clairs et attentifs. Il ne nous sourit pas, mais hocha la tête avec une sorte de lucidité glacée. « Monsieur Poirot, dit-il, le célèbre détective, et le capitaine Hastings, bien, vous êtes donc venu. » À son poignet, attachée à une chaîne d'argent, pendait une montre à gousset d'un autre siècle. Il y posa la main comme un talisman. Jamais il ne la quitta des yeux, même lorsque nous lui posâmes quelques questions banales sur sa santé. Poirot observa longuement la montre, puis déclara à voix basse, en quittant la pièce. « C'est un homme qui attend quelque chose, mais ce qu'il attend ne viendra peut-être pas par la porte. » Le dîner fut un exercice d'équilibre instable. Les conversations s'effilochaient dès qu'elles commençaient. Cécilia parlait peu, mais ses phrases étaient acérées comme du verre. Éléanore se tenait droite, les yeux baissés, mangeant avec une discrétion presque excessive. Andrew tentait de faire vivre l'illusion d'un repas ordinaire, mais sa voix sonnait faux. La tension était palpable. Poirot, quant à lui, observait. Il ne mangeait presque rien, notait chaque mot, chaque silence, chaque inflexion. Au moment du café, Cécilia lança soudain « Père vous a-t-il dit pourquoi il tenait tant à vous voir ?» Andrew fronça les sourcils. « Cécilia, ce n'est ni le lieu ni le moment. » Elle haussa légèrement les épaules, puis se leva. « Justement, Andrew, il n'y a peut-être plus ni lieu ni moment. » Après son départ, Poirot murmura « Ici, Hastings, le crime ne viendra pas troubler l'ordre du monde. Il sera la conséquence logique de ce qui a été tu pendant trop longtemps. » Le dîner fut servi à 20 heures précises, dans une salle à manger aux murs recouverts de portraits austères, témoins silencieux des générations précédentes. Un valet discret nous apporta les plats, et nul ne fit plus de bruit que nécessaire. Andrew tentait, tant bien que mal, de maintenir une certaine légèreté. Le potager du domaine produit encore d'excellentes carottes, malgré la rudesse du sol, dit-il en souriant à moitié. Cécilia leva les yeux de son assiette. Les carottes sont peut-être robustes, Andrew, mais cela ne rend pas la terre plus fertile. Cette remarque d'apparence anodine glissa comme une lame froide entre eux. Éléanore, de son côté, se contentait d'écouter, droite et muette, son regard se posant rarement sur quiconque. Poirot, assis à ma droite, observait la scène avec l'attention d'un botaniste étudiant une plante vénéneuse. Ses yeux, calmes mais aiguisés, allaient de l'un à l'autre. Philip Redmayne, lui, n'était pas descendu. Kingsley nous avait informé qu'il prenait désormais ses repas dans sa chambre. Le silence s'épaissit encore lorsque Cécilia évoqua à voix basse, presque sans lever les yeux. « Savez-vous que Père a changé son testament? La semaine dernière. » Un cliquetis se fit entendre. La cuillère d'Andrew venait de tomber dans son assiette. Et ce fut dans ce silence, après cette déclaration laissée sans réponse, que le reste du dîner s'acheva.
La nuit était glaciale. Le vent s'engouffrait entre les pierres de la bâtisse, faisant vibrer les fenêtres avec régularité, comme un souffle mal contenu. Je m'étais endormi d'un sommeil lourd, alourdi par la tension du dîner et par les 1000 pensées tournoyant dans mon esprit. Je rêvais, je crois, de terres en friche et de voix lointaines, lorsqu'un bruit sourd me réveilla en sursaut. Un coup, net, contre le bois, puis un second, plus étouffé. Je me levai précipitamment, enfilai mon peignoir et sortis dans le couloir. Une ombre s'approchait d'un pas rapide. Kingsley, visiblement troublé. « Monsieur Hastings, Monsieur Poirot est-il réveillé? Je vais frapper à sa porte. » Je toquai doucement. À peine quelques secondes plus tard, Poirot ouvrit, tout habillé, comme s'il ne dormait jamais vraiment. « Que se passe-t-il » Kingsley hésita. « C'est Monsieur Philippe, monsieur. » Il ne répond pas, et la porte de son bureau est verrouillée de l'intérieur. Poirot se tourna vers moi, sans dire un mot, mais son regard me fit comprendre que l'instant que nous redoutions tous venait peut-être de survenir. Le couloir qui menait au bureau du maître de maison était plongé dans l'ombre, à peine éclairé par la lueur vacillante d'une lampe à huile. Une fois devant la porte, nous tentâmes d'appeler à plusieurs reprises. Aucun son ne nous répondit. Kingsley indiqua le trousseau qu'il portait à la ceinture. « Il y a une clé de secours, mais la serrure est engagée de l'intérieur. Cela ne servirait à rien, à moins de forcer la porte. Laissez-moi faire, » dit calmement Poirot. Il se pencha, examina attentivement le battant, fit jouer doucement la poignée, puis se redressa. « Hastings, aidez-moi. Ensemble. » Nous poussâmes, et après quelques instants de résistance, le verrou céda avec un craquement sec. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant la pièce plongée dans une demi-obscurité. Philippe Redmayne était assis à son bureau, la tête penchée légèrement sur le côté. Devant lui, une feuille de papier soigneusement posée. Sa main droite reposait encore sur la surface de bois, détendue, presque paisible. À sa gauche, sa montre à gousset. Poirot s'approcha, observa le corps, puis l'agencement des objets autour. « Il est mort, » dit-il sans détour. Il tendit la main vers la feuille. Je lus, dans une écriture rigide et tremblée. « Je vous demande pardon à tous, mon âme est lasse. » Je restais figé, incapable de détourner les yeux de la scène. Tout y était. La lettre d'adieu, le calme apparent du défunt, la montre arrêtée, à l'exacte heure de notre réveil. Poirot, lui, ne bougeait presque pas. Il fixait la montre comme s'il s'agissait d'une pièce d'horlogerie détraquée qu'il entendait remettre à l'heure du bon sens. Remarquez-vous, Hastings, que la montre est arrêtée sur 3h17. C'est sans doute l'heure du décès. Justement, c'est trop l'heure du décès. Je fronçai les sourcils, ne comprenant pas. Si un homme meurt naturellement ou même par désespoir, la montre qu'il porte ne s'arrête pas à l'instant précis. Il faudrait une manipulation, une intention. Je me penchai. Vous pensez que quelqu'un aurait arrêté la montre après le meurtre, oui, ou même avant, pour créer l'illusion d'une heure précise. Une montre, Hastings, ne ment jamais d'elle-même, mais elle peut être dressée à mentir. Il fit le tour du bureau, scruta les fenêtres, le plancher, les meubles. Puis il déclara à mi-voix « Ceci, mon ami, n'est pas un suicide, c'est un théâtre. » Et quelqu'un a réglé les horloges à la minute près. Nous fûmes bientôt rejoints par les membres de la famille, l'un après l'autre tirés du sommeil par l'agitation. Andrew arriva le premier, le visage pâle, les yeux écarquillés. Mon Dieu, père, il n'aurait jamais. Il dut s'asseoir, incapable de soutenir plus longtemps la vue du corps.
Cilia, en revanche, ne versa pas une larme. Elle se contenta d'observer la scène avec une froideur presque clinique, le regard dur, la mâchoire serrée. « Il fallait bien que cela arrive », finit-elle par dire. Il vivait avec ses fantômes. Éléanore entra en dernier. Elle tremblait, mais se força à rester droite. Son regard se posa un instant sur la montre, puis glissa vers la lettre. Elle sembla chanceler, mais se retint au chambranle de la porte. Poirot les regardait tous, sans jugement, mais avec une attention décuplée. « Il serait bon, dit-il doucement, que chacun d'entre vous nous dise ce qu'il sait. Même les détails les plus minimes peuvent avoir leur importance. » Personne ne répondit immédiatement. Le silence fut interrompu seulement par le souffle du vent contre les vitres, comme un rappel que, dehors, le monde continuait, indifférent au drame que nous venions de découvrir. Ce fut le docteur Merrow, appelé au petit matin, qui nous apporta la première explication officielle. Il examina le corps avec soin, prit le pouls, nota les détails dans un petit carnet, puis s'adressa à nous d'un ton grave mais mesuré. « Je suis désolé, messieurs. Monsieur Redmayne est mort durant la nuit, vraisemblablement d'une surdose de morphine. »« De morphine ?» demandai-je. « Était-il sous traitement ?»« Oui, il souffrait de douleurs chroniques. Son état s'était aggravé ces derniers mois. Il vivait dans une fatigue physique et mentale profonde. » Andrew acquiesça, les traits tirés. Il parlait parfois de ne plus vouloir continuer, mais jamais. Je ne pensais qu'il irait jusqu'à... Poirot demeurait silencieux. « Vous croyez donc, docteur, qu'il s'agit d'un suicide ?» confirma-t-il finalement. « Tous les signes vont dans ce sens. La lettre, la morphine, l'isolement. » Poirot regarda à nouveau la montre, toujours posée sur le bureau. « Peut-être, docteur, peut-être, mais moi, je regarde les choses qui ne se disent pas, les gestes trop parfaits. Et je me méfie toujours d'un adieu trop bien écrit. » Le matin qui suivit la découverte du corps fut d'un calme presque cruel. Le soleil s'infiltrait paresseusement par les hautes fenêtres, comme s'il ignorait encore ce qui s'était produit entre ces murs. Poirot demanda à parler à Andrew. Nous le trouvâmes dans la bibliothèque, penché sur un volume qu'il ne lisait pas. « Je suppose que vous avez des questions, » murmura-t-il. Poirot hocha la tête, s'installant avec un soin méticuleux dans un fauteuil. « Monsieur Redmayne, votre père avait récemment modifié son testament, n'est-ce pas ?» Un soupir lui échappa. « Oui, contre mon avis, d'ailleurs. Il y a quelques jours à peine. Il a dit vouloir réparer certaines erreurs. Et cela vous inquiétait. Inquiétait, non. Mais cela m'a surpris. Père n'était pas homme à reconnaître ses torts. » Il marqua une pause, puis ajouta. « Cecilia n'a jamais digéré certaines décisions du passé. Je suppose qu'il voulait lui laisser plus qu'à l'origine. Quant à Éléanore, elle n'en a rien dit. Mais... » Il détourna les yeux. « Il y avait des tensions, monsieur Poirot. Depuis longtemps. Et le testament n'a fait que tendre davantage la corde. » Poirot fronça les sourcils. « Et quand la corde est trop tendue, mon ami, il suffit d'un souffle pour la faire rompre. » Cecilia accepta de nous recevoir dans le petit salon où elle s'était retranchée depuis le matin. Elle portait une robe grise sans ornement et tenait entre ses mains une tasse de thé restée froide. « Mon père était un homme d'ordre, » dit-elle sans préambule. « Il haïssait l'imprévu, et encore plus la faiblesse. » Poirot incline légèrement la tête. « Vous faisiez allusion, hier soir, à des lettres. Pouvez-vous nous en dire davantage ?» Elle esquissa un sourire bref. « Des lettres, oui, de ma mère. Il les avait gardées pendant des années. Puis, un jour, elles ont disparu. Il a prétendu les avoir rendues. C'est faux, je le sais.
Pourquoi aurait-il voulu les faire disparaître? Elle haussa les épaules. Parce qu'elles contenaient quelque chose qu'il ne voulait pas qu'on sache. Peut-être un aveu, ou un souvenir qui ne convenait plus à l'homme qu'il prétendait être. Je la trouvais singulièrement calme, mais il y avait dans ses paroles une sorte de fièvre glacée. « Vous savez, capitaine, reprit-elle en me regardant pour la première fois, on ne revient jamais vraiment chez soi, surtout quand ce chez-soi a été construit sur des omissions. » Poirot, pensif, effleura sa moustache. « Madame, les omissions sont les pierres angulaires des secrets. Et les secrets ont parfois un goût de cendre. » Éléanore nous reçut dans la véranda, enveloppée d'un châle sombre, malgré le soleil pâle. Elle avait ce regard doux et fuyant des personnes habituées à rester dans l'ombre. « Vous saviez que votre beau-père avait modifié son testament. » Elle hocha la tête, lentement. Il m'en a parlé, mais sans entrer dans les détails. Il disait vouloir réparer une injustice. Poirot se pencha légèrement. « Et avez-vous compris de quelle injustice il parlait ?» Un silence s'installa. Puis elle répondit, presque en chuchotant. Il parlait toujours de son passé comme d'un territoire interdit. Je savais que quelque chose le hantait, mais il ne m'a jamais dit quoi. Et votre relation avec lui? Un pâle sourire. Cordiale, respectueuse, mais jamais intime. J'ai été son alibi bien des années. Vous savez, il aimait avoir près de lui des figures sans voix. Je fus frappé par l'élégance triste de cette phrase. Poirot, lui, semblait noter chaque mot avec un soin extrême. « Madame, dit-il, ceux qui vivent dans le silence entendent souvent ce que d'autres cherchent à taire. » Kingsley, le majordome, nous reçut dans son petit bureau, près de la cuisine, un espace ordonné, sans ornement, où chaque objet semblait avoir sa place assignée. « Monsieur Poirot, dit-il en s'inclinant, je répondrai à vos questions, bien entendu. » Il avait cette voix lente, presque mécanique, des domestiques dont la discrétion est une vertu autant qu'une vocation. « Depuis combien de temps servez-vous la famille Redmayne ?»« 27 ans, monsieur. » « Et pendant ces 27 années, avez-vous observé des changements chez votre maître ?» Kingsley réfléchit un instant. Monsieur Philippe était plus sévère ces derniers temps, plus inquiet aussi. Il s'enfermait souvent, parlait seul, et surtout, il vérifiait constamment sa montre, comme si elle contenait un secret que seul lui pouvait entendre. Poirot haussa légèrement un sourcil. Il tenait à cette montre, plus qu'à tout autre objet. Il ne la quittait jamais. Je demandai, « Avez-vous remarqué si elle avait été déplacée récemment ?» Kingsley hésita. Une fois, je l'ai retrouvé dans la bibliothèque, alors qu'il disait ne pas y être allé depuis des jours. Poirot ne répondit pas tout de suite, mais je vis dans son regard naître une hypothèse. Le soir venu, nous marchions dans les jardins, Poirot et moi. L'air était vif et les haies taillées semblaient garder les secrets mieux que les murs. « Hastings, dit-il soudain, que savez-vous de 1918 ? Eh bien, la fin de la guerre, le chaos, les trêves. Pourquoi cette question ? J'ai consulté certains papiers de Philippe, laissés dans un coffre non verrouillé. Il y a une lettre déchirée, incomplète, mais lisible. Elle parle d'un camarade, dénoncé par Philippe pour détournement de biens. L'affaire fut étouffée, mais le nom du soldat apparaît, Armand Vallaud. Vallaud, ce n'est pas anglais. Non, et ce n'est pas anodin, car cette dénonciation a permis à Philippe de s'emparer de contrats précieux, et cet Armand s'est suicidé peu après. Je restais silencieux. La rumeur avait un poids, une odeur de trahison ancienne. Poirot poursuivit. Les rumeurs, Hastings, sont comme les murs de cette demeure. Elles se fissurent, mais ne tombent jamais.
et dans cette brume silencieuse, je compris qu'un fantôme avait peut-être attendu tout ce temps pour réclamer justice. Le lendemain matin, alors que je descendais pour le petit déjeuner, je trouvai Poirot penché sur la console du vestibule. « Regardez, mon ami, » dit-il, « la montre. » Elle était là, posée sur le bois poli, bien en évidence. Mais Philippe ne s'en séparait jamais. Justement, elle a été déplacée, volontairement ou par oubli. Je l'ignore encore, mais elle réapparaît, comme un rappel, comme une horloge qui ne veut pas qu'on l'oublie. Je l'observais, fasciné. Cet objet, si simple en apparence, devenait de plus en plus l'épicentre du mystère. Poirot la prit entre ses doigts. Elle ne donne plus l'heure, elle donne le ton. Et sur ces mots énigmatiques, il se dirigea lentement vers la bibliothèque. Dans l'après-midi, Kingsley demanda à parler à Poirot, en privé. Je les rejoignis plus tard, dans le salon. « Monsieur Poirot, » dit-il calmement, « je crois qu'Andrew a modifié le testament. »« Vous en êtes certain ?» demanda Poirot. « Non, mais j'ai surpris une conversation et vu un document entre ses mains. Il semblait nerveux, comme s'il avait fait quelque chose qu'il regrettait. Je regardais Poirot. Il demeurait impassible. Un testament modifié, un héritier potentiel inquiet, une montre déplacée. Le tableau commence à prendre forme, mais quelque chose me disait que ce tableau n'était pas encore achevé, qu'une main invisible en avait peint les contours, en laissant volontairement le cœur dans l'ombre. Le docteur Merrow, homme de stature discrète et de gestes posés, revint dans la matinée avec quelques dossiers médicaux. Poirot l'accueillit avec la politesse cérémonieuse qu'il réservait aux témoins porteurs d'ombre. « Docteur, » lui dit-il, « vous avez déclaré que M. Redmayne souffrait, mais vous n'avez jamais précisé la nature exacte de son mal. » Le médecin baissa les yeux vers les papiers qu'il tenait. « Des douleurs chroniques, oui. Une arthrite sévère, de l'hypertension. Mais rien de fatal. Vous êtes donc certain qu'il n'était pas en phase terminale? Absolument. Il se plaignait beaucoup, c'est vrai, mais il n'était ni en danger immédiat, ni dépressif, selon mes observations. Je sursautai. Mais la lettre? Les mots étaient clairs. Mon âme est lasse. Le médecin haussa les épaules avec prudence. La lassitude peut être morale, monsieur Hastings. Elle ne fait pas partie du diagnostic médical. Poirot croisa les bras, pensif. C'est donc un homme sans condamnation médicale, qui se donne la mort en laissant une lettre écrite dans un style inhabituellement mélodramatique. Il pencha la tête. Non, non, non. Il y a là une dissonance. Et moi, je n'aime pas les dissonances. Poirot demanda à Kingsley de faire venir un expert en écriture, un certain Monsieur Baudin, ancien graphologue de Scotland Yard. Je le connaissais de réputation. Un homme précis, d'un calme inébranlable, et surtout dénué de toute imagination, ce qui, paradoxalement, le rendait redoutablement efficace. Après 1 heure d'analyse, il rendit son verdict avec la tranquillité d'un juge prononçant d'une évidence. Cette lettre n'est pas de la main de Philip Redmayne. Je le regardai, stupéfait. Mais enfin, elle était sur son bureau. Justement, répondit Poirot, elle y devait être. Baudin poursuivit. L'écriture a été imitée, certes, mais certains tremblements, certaines attaches de lettres ne correspondent pas à ses écrits précédents. Il y a une volonté de ressemblance, mais sans la main habituée. Poirot hocha lentement la tête. Ainsi donc, quelqu'un a écrit cette lettre pour nous faire croire à un suicide. Voilà qui alourdit considérablement la mise en scène. Il se leva, ajusta légèrement sa cravate et conclut. Le mensonge n'est pas dans les mots, Hastings. Il est dans l'effort qu'on fait pour les rendre crédibles. Ce fut l'horloger du village,
un homme sec aux lunettes épaisses, qui confirma ce que Poirot pressentait déjà. Après avoir examiné la montre à gousset avec une minutie admirable, il leva les yeux vers nous. Elle a été arrêtée volontairement. Le mécanisme a été bloqué par une pression exercée au niveau du ressort principal. Cela ne peut pas se produire tout seul. Je me tournai vers Poirot, la gorge sèche. Vous aviez donc raison depuis le début. Naturellement, la mort donne rarement rendez-vous à l'heure exacte que l'on souhaite, sauf quand quelqu'un la planifie. L'horloger poursuivit. Ce genre de blocage nécessite une certaine connaissance du mécanisme. Ce n'est pas un geste accidentel. Poirot le remercia poliment, puis resta un moment pensif. Une lettre contrefaite, une montre arrêtée de manière artificielle, et un homme qui, selon son médecin, n'avait pas de raison immédiate de mourir. Il regarda par la fenêtre, vers les jardins baignés d'un soleil pâle. Ce n'est pas la vérité qui manque ici, Hastings, c'est le mobile. Et c'est lui qui me tourmente, car un crime sans mobile apparent est comme une pièce de puzzle sans bordure. Ce fut Éléanore, fragile et silencieuse jusqu'alors, qui vint à nous en fin de journée, le regard inquiet, la voix à peine audible. « Monsieur Poirot, dit-elle, je ne sais pas si cela a de l'importance, mais je n'arrive plus à dormir depuis cette nuit-là. » Poirot lui offrit un siège et l'écouta avec une attention douce. Cette nuit-là, j'ai entendu un bruit, quelque chose de léger, comme un pas étouffé sur le tapis. J'ai ouvert ma porte et j'ai vu une silhouette passer près du bureau de Philippe. Vous avez reconnu cette personne? Elle secoua la tête. Non, tout allait trop vite. Mais ce n'était pas Kingsley, j'en suis certaine. La démarche n'avait rien de celle d'un domestique. Et vous n'avez rien dit? J'ai eu peur. Et puis, je me suis convaincu que j'avais imaginé. Poirot pencha légèrement la tête. Parfois, madame, ce que nous rejetons comme illusion est la seule parcelle de vérité qui nous reste. Et je sentis que cette simple confession, venue d'un cœur sincère, venait de faire basculer l'enquête dans une zone plus trouble. Après le départ d'Éléanore, nous fîmes ouvrir le coffre-fort de Philippe. Kingsley s'y employa avec la solennité d'un prêtre accédant à un tabernacle. À l'intérieur, des documents comptables, un vieux portefeuille, quelques titres de propriété, rien d'extraordinaire. « Voyez, Hastings, dit Poirot, en feuilletant les papiers. Tout est en ordre, trop en ordre même. Je ne comprenais pas. Vous pensiez trouver quoi? Une lettre de menace? Un testament secret? » Il posa les documents sur la table. « Non, mon ami, je cherchais une dissonance. Mais ce que je trouve ici, c'est une cohérence artificielle. Comme si quelqu'un avait voulu que ce coffre ne contienne rien de compromettant. » Je demeurai silencieux. Le mobile Hastings ne se trouve pas dans l'argent. Pas cette fois. Car l'homme qui a tué n'a pas agi pour s'enrichir, mais pour se libérer, ou peut-être pour faire payer une dette morale. Je vis, dans le regard de Poirot, cette flamme qu'il n'allumait que lorsqu'il pressentait une vérité encore voilée. Le meurtre, mon ami, n'est pas toujours une question de profit. Parfois, c'est une réponse à une douleur qu'on ne veut plus taire. Dans la soirée, Poirot demanda à revoir les affaires personnelles de Philippe. La chambre du défunt n'avait pas été modifiée depuis sa mort. Tout y demeurait tel qu'il l'avait laissé. Sur sa table de chevet, un roman écorné, une lampe ancienne et un petit tiroir verrouillé. Kingsley apporta la clé. À l'intérieur, des lunettes, une photographie de jeunesse, une montre de rechange, mais pas de carnet. Il écrivait chaque jour, murmura Éléanore qui nous avait rejoints, de petites notes, des observations, toujours dans un vieux carnet noir. Poirot se tourna vers elle. « Vous en êtes certaine ?»
Oui, il le portait souvent avec lui, même à table parfois. Et depuis sa mort, je ne l'ai pas revu. Poirot ouvrit la première montre, celle qui n'avait pas été posée sur le bureau. Elle était intacte. Puis il prit celle du drame, la fameuse, et la tourna entre ses mains. Il appuya sur un petit relief, à peine visible, et un double fond se dévoila, vide. « Il y a eu quelque chose, ici, » dit-il lentement. « Un feuillet, peut-être, léger, mince. Un carnet plié. Je compris ce qu'il sous-entendait. Quelqu'un l'a pris, avant que nous arrivions. Ou l'a remplacé, conclut Poirot. Car dans cette maison, même les souvenirs ont des ennemis. » Poirot me demanda ce matin-là de l'accompagner jusqu'au grenier de la maison. Il avait obtenu, non sans effort, l'autorisation de fouiller une vieille malle, ayant appartenu au frère cadet de Philip Redmayne, mort sans descendance après la guerre. Le grenier, couvert de poussière et saturé d'un parfum de cuir ancien, recelait bien plus que des souvenirs. Il contenait, à ce moment précis, le début d'une vérité dormante. « Vous voyez, Hastings, » dit Poirot en ouvrant la malle, « ces familles anciennes conservent tout, même ce qui les accuse. Parmi les papiers jaunis, les carnets de régiment et les décorations ternies, il trouva une correspondance scellée dans une pochette de toile. Les lettres étaient datées de 1917 et 1918. Poirot les lut lentement, sans mot dire, jusqu'à ce que je voie son regard se durcir. « Lisez cela, » dit-il en me tendant un feuillet. Il s'agissait d'une missive adressée à un certain commandant Armand Vallot, dans laquelle Philip Redmayne évoquait, avec une froideur clinique, des soupçons de trafic d'informations confidentielles à des fins personnelles. « C'est une dénonciation, » murmurai-je, « et une habile justification. Remarquez le ton. Il se présente comme victime, tout en plantant le couteau. L'homme qui a écrit cela ne cherchait pas la justice. Il voulait préserver sa position. » Poirot ajouta lentement. « Et lorsqu'on trahit sans trembler, Hastings, ce sont rarement les conséquences immédiates qui comptent, mais les échos qui, tôt ou tard, reviennent frapper à la porte. » L'écho, justement, prit la forme d'une note retrouvée dans le même lot de lettres. Un télégramme militaire, sec et officiel, annonçant le décès par suicide du commandant Vallot, quelques semaines après la dénonciation. Je sentis un frisson me parcourir. Il n'a pas supporté l'humiliation, soufflai-je. Poirot acquiesça, pensif. L'honneur, Hastings, est une chose que certains hommes préfèrent à la vie. Ce Vallot, militaire rigoureux et respecté, s'est vu discrédité par un collègue. L'homme était français, et vous savez combien, dans ces cercles-là, l'honneur militaire se confond avec l'âme elle-même. Je demeurai silencieux, mes pensées courant vers Cécilia, et son regard dur, si peu en accord avec celui d'une fille élevée dans les douceurs anglaises. Poirot ajouta, presque pour lui-même, « Cette mort a-t-elle été rendue invisible? Aucune mention dans les archives publiques, et pourtant, elle est là, derrière ce que nous voyons aujourd'hui. Car un crime ancien ne meurt jamais vraiment, Hastings. Il change simplement de forme. » Et alors que le vent fouettait à nouveau les vitres du couloir, je compris que cette affaire ne se résumait plus à une querelle d'héritage. Elle portait les marques d'une vieille dette, longtemps tue et brutalement réclamée. Ce fut le registre d'un orphelinat catholique de Dijon, sobrement annoté et méticuleusement conservé, qui nous livra le chaînon manquant. Poirot avait télégraphié à un ancien contact en Bourgogne, lequel lui avait fourni en retour une page déchirée d'un livre d'admission, daté de l'été 1919. « Voyez ici, » dit Poirot, en me montrant une ligne soulignée, « enfant trouvé, sexe féminin, sans nom, âge estimé, 3 ans.
Identité du père, inconnue. Mais plus bas, en marge, une écriture différente, plus récente, ajoutée. Adoptée par la famille Lavergne, résidant à Nice. Je levai les yeux. Vous pensez que cette fillette est Cécilia, elle-même? Il hocha la tête. L'enfant de Valo, l'enfant du déshonneur, recueilli dans l'ombre, élevé ailleurs, et revenu par ici, sans dire d'où elle venait, mais avec, peut-être dans la mémoire, ou dans le cœur, une mission silencieuse. Je m'appuyai contre la balustrade. Cela expliquerait tant de choses, son détachement, son regard glacial, son refus de pardonner. Poirot ferma doucement le registre. Il y a des blessures, Hastings, qui s'enfouissent si profondément qu'on ne sait plus si c'est la douleur ou le silence qui les nourrit. Nous étions revenus à Thornton Edge, le cœur lourd de ce que nous venions d'apprendre. Poirot ne dit mot durant tout le trajet depuis la gare du village. Ce n'est qu'une fois dans la bibliothèque, après avoir fermé la porte avec un soin particulier, qu'il prononça lentement. C'est donc elle, l'enfant de Valo. Je le regardais sans répondre. L'idée me semblait encore irréelle, presque romanesque. Et pourtant, elle expliquait tant de choses. Poirot marcha jusqu'au portrait de Philippe accroché au-dessus de la cheminée. Il le contempla longuement, comme s'il y cherchait un indice oublié. Cécilia n'est-elle pas simplement une femme froide, Hastings? Elle est la fille d'un homme trahi, élevé dans une vérité tronquée, revenu ici non pour hériter, mais pour comprendre ou pour juger. Il prit la montre à gousset, posée là, et la tourna lentement entre ses doigts. C'est à lui qu'elle appartenait, murmura-t-il, à Valo. Pas à Redmayne. Le véritable legs de cette montre, ce n'est pas l'heure qu'elle indique, mais la mémoire qu'elle enferme. Il referma l'objet, les yeux sombres. Et lorsqu'une mémoire devient une arme, Hastings, ce n'est pas la main qui la tient qui la rend dangereuse, c'est le cœur qui l'alimente. Je dois confesser ici une gêne grandissante. Depuis que cette vérité s'était imposée à nous, quelque chose s'était fissuré dans mon jugement. Cécilia. Je l'avais crue hautaine, distante, voire cruelle. Mais à présent, je la voyais autrement, comme une femme façonnée, non par son caractère, mais par son histoire, qu'elle-même ne connaissait peut-être que par fragments. Je me surpris à douter de mes instincts, moi qui me fiais tant aux apparences, aux manières, à ce que j'appelle le bon sens. Je me sentais soudain nu face à la complexité humaine. Poirot, comme s'il avait lu mes pensées, déclara calmement « Il faut du courage, Hastings, pour regarder en face ce que l'on croyait connaître, encore plus pour admettre qu'on s'était trompé. » Et je compris à cet instant précis que notre enquête ne résolvait pas seulement un crime. Elle ébranlait les fondations mêmes de nos certitudes. Ce fut en examinant de plus près le coffret de velours où Philippe rangeait habituellement ses objets personnels que Poirot découvrit le détail décisif. « Regardez, » dit-il, en désignant une petite gravure sur la face intérieure du couvercle. Je me penchai. Une initiale gravée en creux. « A.V. Armand Valo, murmurai-je. Précisément. Cette montre n'a jamais appartenu à Philippe. Elle lui a été remise, ou prise. Poirot réfléchit, le regard perdu au loin. Imaginons. Il garde la montre de l'homme qui l'a détruit. Pourquoi? Pour se souvenir? Par remords? Ou bien parce qu'elle contenait quelque chose d'autre? Je repensais à l'emplacement secret dans le boîtier, là où un feuillet avait été dissimulé. Et s'il s'agissait d'un message, d'un témoignage, d'un ultime recours laissé par Valo, et que Cécilia aurait fini par découvrir? Hastings, dit Poirot, cette montre était bien plus qu'un bijou familial. C'était un réceptacle, un tombeau miniature, contenant à la fois la honte, la vérité
et la vengeance. Il la referma doucement, comme s'il venait de clore un cercueil. Et celui qui touche un tel objet, sans comprendre ce qu'il pèse, joue avec les fantômes du passé. Ce soir-là, je surpris Cecilia seule, assise dans la véranda. La lumière tombante dessinait autour d'elle une silhouette presque spectrale. Je m'approchai avec prudence. « Vous êtes venu chercher quoi, en vérité ?» lui demandai-je sans détour. Elle ne répondit pas tout de suite. Ses yeux fixaient le jardin, mais je sentais qu'elle voyait autre chose. Peut-être une cour d'orphelinat, un couloir silencieux, un nom qu'on ne prononçait pas. « Je suis venue. Écoutez, dit-elle enfin. Mon père ne m'a jamais parlé, ni celui qui m'a donné la vie, ni celui qui m'a élevé. Mais les murs de cette maison, eux, parlent encore. Sa voix n'était ni plaintive ni amère. Elle était nue. Je ne veux pas sa fortune, ni sa reconnaissance. Je voulais seulement comprendre pourquoi. Je n'osais pas l'interrompre. Et maintenant ? Dis-je doucement. Elle tourna enfin les yeux vers moi. Il y avait dans ce regard une tempête contenue. Maintenant, je laisse les morts enterrer les morts. Mais en quittant la pièce, je vis Poirot dans l'ombre du couloir, immobile. Et je compris que lui, au contraire, n'en avait pas terminé. Le lendemain matin, Poirot me prit à part. « Hastings, il est temps que je vous dise ce que j'ai compris. »« Je vous écoute, » dis-je en retenant mon souffle. Jusqu'ici, tout désignait Andrew, le testament, sa nervosité, l'accès aux documents. Mais il manquait quelque chose, un motif qui dépasse l'intérêt matériel. Il marqua une pause. En réalité, toutes les pièces convergent vers Cecilia. La montre, la filiation, les lettres disparues. Elle avait le savoir, le mobile et le silence. Vous pensez qu'elle a tué son propre père ? Poirot releva doucement la main. Pas son père, Hastings, l'homme qui a trahi le sien. Je m'appuyais contre le chambranle. C'était glaçant. Et pourtant, tout semblait s'imbriquer. Mais vous n'avez aucune preuve, rétorquai-je faiblement. Non, seulement des ombres qui prennent forme. Mais parfois, ce sont ces ombres qui dessinent le contour du crime. Et dans ce demi-jour, je sentis que le vent avait tourné. Ce fut, au crépuscule, d'un jour particulièrement lourd, que Poirot fit convier tous les membres de la maison dans le grand salon. Kingsley s'occupa de la logistique avec sa rigueur coutumière, bien que je crus remarquer chez lui une nervosité nouvelle, subtile mais réelle. Une dernière réunion, Hastings, dit Poirot, pas pour accuser, mais pour observer. Je connaissais ce ton. Il précédait toujours un moment décisif. Le salon était silencieux, presque cérémonial. Eleanor était assise, droite comme une statue de marbre. Andrew, les mains croisées sur les genoux, semblait sur ses gardes. Cecilia, quant à elle, regardait la cheminée éteinte, comme si elle y voyait danser les cendres de son enfance. Poirot se leva, lentement, la montre à gousset dans la main. « Mes amis, dit-il, ce n'est pas une question de preuve, c'est une question de poids. Cette montre, que chacun ici a connue, vue, peut-être touchée, pèse plus lourd qu'il n'y paraît. » Il marqua une pause. « Je vais vous poser à chacun une seule question, et je vous demande d'y répondre avec le cœur, non avec la raison. » Le silence se fit total, et la montre dans sa paume semblait attendre. Poirot se tourna d'abord vers Andrew. « Monsieur Redmayne, que représentait cette montre pour vous ?» Andrew hésita, le front plissé. Mon père la tenait toujours sur lui. Pour moi, c'était un symbole de son autorité, de son inflexibilité. Elle me rappelait qu'il avait toujours le temps pour lui, mais rarement pour les autres. Poirot acquiesça, puis se tourna vers Eleanor. « Et vous, madame ?»« Une frontière, dit-elle simplement.
un objet qu'on ne pouvait toucher, une frontière entre lui et nous. Merci. Puis, il interrogea Cecilia. Elle mit un long moment avant de répondre. Elle m'a toujours semblé étrangère à lui, trop ancienne, trop lourde. Elle ne lui appartenait pas, au fond. Elle appartenait à quelqu'un d'autre. Poirot la fixa, comme s'il attendait davantage, mais elle se tut. Enfin, il se tourna vers Kingsley. « Et vous, Kingsley, que représentait cette montre pour vous ?» Le majordome baissa les yeux. Un frisson parcourut ses épaules. « Un avertissement, monsieur Poirot. Une horloge figée sur une heure que l'on ne peut plus rattraper. » Il y eut un silence. Poirot se rassit lentement. Je le vis réfléchir, profondément. Il ne cherchait pas une réponse. Il cherchait une dissonance. Et soudain, il la trouva. « Un avertissement, dites-vous » reprit Poirot doucement. Kingsley releva la tête, un peu surpris. « Oui, monsieur, une heure arrêtée, le temps figé sur une faute. » Poirot croisa les mains sur ses genoux. « Vous semblez bien connaître la signification exacte de cette montre, mon ami. Pourtant, elle n'a été ouverte que devant moi, et son contenu est resté caché à tous, sauf à l'assassin. » Un flottement traversa la pièce. Je voulais dire cela de manière figurée, balbutia Kingsley. Vraiment? Et pourtant, vous avez parlé d'une heure arrêtée. Or, cette montre, lorsqu'on l'a trouvée sur le bureau de Philippe, n'indiquait plus rien. Elle avait été arrêtée, truquée. Et le seul à en connaître l'heure exacte, c'est celui qui l'a arrêtée. Un long silence s'ensuivit. Kingsley baissa lentement les yeux. « Vous avez raison, monsieur Poirot. » Il se leva, la voix nouée. « Je n'ai plus rien à cacher. » Et dans le salon, la tension devint presque palpable, car à cet instant précis, chacun comprit que nous franchissions le seuil d'un autre mystère. Kingsley se tenait désormais près de la cheminée, droit, les mains tremblantes. Il parle d'abord lentement, comme s'il réapprenait à dire la vérité après des années de silence. « Je ne suis pas Kingsley, ou du moins, je ne suis pas celui que vous pensiez. » Il tourna les yeux vers Poirot. « Je suis Francis Vallaud, le fils d'Armand Vallaud, l'homme que Philippe Redmayne a trahi pendant la guerre. » Un murmure parcourut la pièce. Cecilia ferma les yeux. Après le suicide de mon père, ma mère n'a plus parlé de lui. Mais un jour, j'ai trouvé une lettre, et tout s'est mis en place. Le nom, la dénonciation, le silence autour de sa mort. Il inspira profondément. J'ai cherché Philippe. J'ai découvert qu'il avait fait fortune, qu'il avait été couvert d'honneur, pendant que ma mère travaillait comme servante. Son regard se durcit. Alors je suis entré ici, d'abord comme jardinier, puis comme majordome. Il ne m'a jamais reconnu. Mais moi, je ne l'ai jamais oublié. » Poirot resta silencieux, les mains croisées. « Vous aviez donc un mobile, » dit-il doucement. « Une blessure. Francis Vallaud, car je ne pouvais plus l'appeler Kingsley, acquiesça. Mais je ne l'ai pas tué. J'ai voulu qu'il sache, qu'il sente, chaque jour, que le passé l'observait. » Poirot murmura. « Et s'il ne l'a pas su, vous avez fait en sorte qu'il le devine. » Francis s'était rassis, les épaules soudain affaissées, comme si le poids d'une vie de dissimulation lui était brutalement retombé dessus. « J'ai vécu ici pendant plus de 10 ans, » dit-il. Chaque pièce, chaque repas, chaque regard était un rappel. Il m'appelait Kingsley, me félicitait pour ma ponctualité, et moi, je portais le nom de celui qu'il avait condamné. Il serra les poings. Je voulais qu'il vive dans l'inconfort, pas dans la terreur. Je voulais qu'il sente une présence invisible, mais constante. Poirot ne disait rien. Je compris qu'il l'écoutait, au-delà des mots. Quand j'ai vu la montre sur son bureau, je l'ai prise. Oui, je l'ai arrêtée.
Mais je ne l'ai pas tuée. Je voulais qu'elle lui rappelle une heure, une seule, celle où il a signé la dénonciation. Il regarda chacun des membres de la famille, puis ajouta, plus doucement, « Je n'ai pas versé son poison, je n'ai pas écrit sa lettre, je n'ai pas refermé sa porte. » Et dans sa voix, il n'y avait pas de colère. Il y avait autre chose, une fatigue, une solitude, peut-être même un peu de paix. La pièce était figée, suspendue à cette confession inattendue. Mais ce qui me troubla le plus fut le silence de Poirot. Il ne prit pas immédiatement la parole. Il se leva, marcha lentement jusqu'à la fenêtre, contempla le ciel déclinant, puis se tourna vers nous. « Vous dites vrai, monsieur Vallaud. Je vous crois. » Une onde de soulagement sembla parcourir Francis. Mais Poirot ajouta, « Et pourtant, il me reste une gêne. » Je le fixai, interloqué. « Une gêne ? Mais il a tout avoué, Poirot. Justement, Hastings, il a tout avoué, sauf ce qui cloche. Que voulez-vous dire ? Il y a un détail, un minuscule détail, qui ne colle pas. Une note dissonante dans une mélodie pourtant parfaite. Je l'ai entendue. Mais je ne la saisis pas encore. » Il se tourna vers Cécilia. « Vous n'avez rien à ajouter, mademoiselle ?» Elle soutint son regard, sans répondre. Poirot baissa les yeux, puis déclara « Il me faut encore un peu de silence. Le silence est parfois le seul endroit où la vérité ose parler. » Et cette phrase, dite si simplement, eut sur moi l'effet d'un frisson. La soirée prit fin, dans un silence presque religieux. Chacun se retira, troublé, ébranlé ou simplement vidé. Je rejoignis Poirot dans sa chambre. « Alors, lui demandai-je, est-ce terminé ?» Il ferma doucement son carnet, sans me regarder. « Non, Hastings, ce n'est pas terminé. Mais enfin, tout semble résolu. » Il releva lentement la tête, sauf ce qui ne l'est pas. Et c'est là que se cache le véritable assassin. Et, sur ces mots, il éteignit la lumière. Le lendemain matin, la brume s'était abattue sur Thornton Edge comme un linceul épais, rendant le jardin presque irréel. C'est à ce moment-là que Poirot demanda à Éléanore de l'accompagner pour une promenade. Il prétexta un besoin d'air frais, une envie de parler sans mur autour. Je les vis s'éloigner lentement vers les haies, leurs silhouettes se fondant dans les nuées grises. Éléanore portait un manteau sombre, fermé jusqu'au cou, et marchait à pas mesurés, les mains croisées sur le ventre comme si elle retenait en elle quelque chose de trop grand. Je restais en retrait, non par indiscrétion, mais par un instinct flou que quelque chose allait enfin se dénouer. Poirot, sans hâte, lui parlait avec cette douceur redoutable qui le rendait si efficace. Il ne forçait jamais les mots. Il les laissait venir à lui, comme un pêcheur laisse le fil flotter avant de le tendre au bon moment. Et dans cette lenteur, dans ce silence, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit, Éléanore, que j'avais toujours vue discrète et digne, semblait marcher vers un aveu. Je ne pouvais rien entendre encore, mais l'atmosphère elle-même semblait contenir le poids de la vérité à venir. Je ne sais comment Poirot fit glisser la conversation. Peut-être parla-t-il d'abord de Philippe, de ce qu'il avait été aux yeux des autres, ou bien de la maison, de ses pierres imbibées de secrets. Toujours est-il que, peu à peu, Éléanore cessa de répondre par des phrases toutes faites. Il n'était pas toujours dur, dit-elle à un moment. Il savait se montrer attentif, parfois. Poirot ne dit rien. Il l'écouta, simplement, et ce silence lui donna la permission d'aller plus loin. Il m'a protégé, une fois, pendant une période difficile. Je lui en ai été reconnaissante, mais je n'ai jamais su s'il agissait par bonté ou par calcul. Et vous avez douté, madame. Oui, et le doute, monsieur Poirot, est un poison lent. Il pénètre tout, même les souvenirs heureux. Elle s'arrêta, fixant le brouillard devant elle.
Je me suis souvent demandé, qu'ai-je été pour lui? Une alliée? Une couverture? Une marionnette? Poirot se rapprocha légèrement, sa voix basse et sans pression. Et si vous le saviez enfin, si vous aviez lu ce qu'il pensait vraiment? Éléanore tourna lentement la tête vers lui. Alors je crois que j'aurais fait ce que j'ai fait. Le carnet, dit-elle enfin, je l'ai trouvé dans la montre, je l'ai lu. Ces mots tombèrent avec la netteté d'une lame. C'était une copie, sans doute, une reproduction faite de sa main, des extraits du journal d'Armand Vallaud ou de sa correspondance. Mais ce que j'y ai lu ne m'a laissé aucun doute. Poirot l'écoutait sans l'interrompre. Il savait que toute précipitation ferait fuir la vérité comme un oiseau apeuré. Il y avait un passage, un seul, qui m'a glacé. Elle croit me défendre, mais elle ne sait pas que je l'utilise comme écran. Elle est douce et discrète, parfaite pour ce rôle. Elle inspira profondément. C'était de Philippe. Il parlait de moi. Je ne pus retenir un tressaillement, même à distance. Pendant toutes ces années, je me suis dit que j'avais trouvé en lui un repère, qu'il m'avait choisi pour une raison noble, mais il ne voyait en moi qu'un silence utile. Elle baissa les yeux. Ce jour-là, quelque chose s'est effondré, et je n'ai pas su quoi en faire. Poirot dit alors, presque à voix basse, « Est-ce que nous ne savons pas exprimer? Parfois, nous le faisons basculer dans l'acte. » « Je l'aimais, dit-elle soudain. Sa voix n'était ni tremblante, ni fière. Elle disait cela comme on dit une vérité oubliée. Je l'aimais au début. D'un amour naïf, peut-être. Je me sentais vue, comprise. Il avait ce regard qui faisait croire qu'on comptait. Poirot écoutait toujours, les yeux baissés. Et puis, avec les années, ce regard s'est durci. Il ne demandait plus, il attendait. Il n'écoutait plus, il instruisait. Elle se tut un instant, le souffle court. J'ai cru que c'était moi qui changeais, que je devenais amère, ingrate. Mais ce carnet a tout retourné. Elle ferma les yeux. L'amour que j'avais pour lui s'est transformé, lentement, comme une pierre sous la pluie. Il n'y avait plus que le goût du mépris, de l'humiliation. Et un jour, j'ai compris que je vivais sous son regard comme une ombre. Poirot prononça doucement, et l'ombre finit parfois par étouffer la lumière, pour que le jour cesse de faire mal. Elle hocha la tête. Ce n'était pas prémédité, c'était une cassure. Et la cassure, quand elle survient, ne demande pas la permission. Poirot tourna lentement la montre dans ses mains. « Et c'est vous qui l'avez arrêtée. » Elle ne répondit pas immédiatement. « Oui, finit-elle par dire. J'ai attendu. J'ai entendu le tic-tac. Et quand l'heure a sonné, l'heure exacte où j'ai lu cette phrase dans le carnet, je l'ai arrêtée. » Sa voix se brisa un instant. Je ne sais même pas pourquoi. C'était un geste idiot. Mais je voulais que cette heure-là soit gravée quelque part. Poirot resta silencieux. Je n'ai pas pensé à la police, ni à l'enquête. Je voulais juste que l'heure de ma rupture avec lui soit plus forte que sa vie entière. Elle serra ses bras autour d'elle. Il était déjà affaibli, il dormait souvent. J'ai remplacé le carnet par un vide, puis j'ai posé la montre là où elle serait vue. C'était un acte intime, en vérité. Pas une vengeance, une libération. Poirot murmura, « Une heure figée pour une douleur figée. » Elle hocha lentement la tête. Je ne voulais pas qu'il meure, mais je ne voulais plus qu'il vive en moi. Et dans le silence qui suivit, il n'y avait plus de doute. Seulement le poids immense d'un geste que rien ne pouvait plus défaire. Ils restèrent là un moment, sans parler, dans cette allée où le brouillard paraissait plus épais qu'ailleurs. Poirot baissa les yeux vers la montre, puis vers Éléanore. « Ce que vous venez de me dire, vous savez ce que cela signifie ?» Elle acquiesça. « Oui, et je ne vous demande pas de me protéger.
Je ne fuis pas ce que j'ai fait. Non, dit Poirot doucement, vous ne fuyez rien. Mais parfois, Hastings et moi avons appris qu'il y a une différence entre justice et réparation. Il resta pensif. Je ne suis pas certain que livrer cette vérité au monde l'aiderait à mieux respirer. Elle n'a pas été tuée par une main criminelle. Elle a été portée par une histoire. Elle le regarda, les yeux fatigués. « Faites ce que vous jugez juste. » Poirot la salua d'un petit geste de tête. « Je le ferai. » Mais en se retournant, je vis sur son visage ce pli qu'il n'avait que lorsqu'il affrontait un dilemme moral, plus grand que l'affaire elle-même. Et je compris que pour lui, l'affaire était close, mais que la blessure ne guérirait pas tout de suite. Je les avais observés de loin, tapis dans l'ombre du saule. J'avais deviné, plus que compris, ce qui se jouait entre ces deux âmes silencieuses. Quand Éléanore s'éloigna, je m'approchai lentement de Poirot. C'était elle, n'est-ce pas? Il hocha la tête sans me regarder. Et vous allez le dire. Il resta longuement silencieux. Puis d'une voix douce, « Non, Hastings, pas cette fois. » Et dans ses yeux, il y avait cette tristesse rare que j'avais vue si peu de fois. Celle de l'homme qui sait et qui choisit de ne pas accuser. Le soir tomba sur Thornton Edge avec une lenteur particulière, comme si le jour lui-même hésitait à se retirer avant le dénouement. Nous étions tous réunis dans le salon principal, les membres de la famille Redmayne, les domestiques, Cecilia, Éléanore. Chacun portait sur le visage une expression de gravité retenue, comme s'il sentait que plus rien ne serait jamais tout à fait pareil. Poirot se tenait debout, droit comme une lame, les doigts posés sur le rebord de la cheminée. Il prit la parole d'un ton calme, presque doux, sans aucune solennité artificielle. « Mes amis, dit-il, il est temps que la lumière éclaire enfin ce qui a été caché trop longtemps, non pour punir, mais pour comprendre. » Il retrace alors les étapes, le carnet, la montre, la trahison ancienne, les gestes minuscules porteurs de sens. Il parle d'un amour transformé, d'une douleur intériorisée. Il ne prononce jamais le mot « meurtre », ni ne désigne Éléanore comme coupable. Le cœur humain, dit-il en regardant chacun d'eux, est un labyrinthe où même la justice peut se perdre. Et dans ce silence suspendu, je sentis que tous comprenaient. Peut-être pas tous de la même manière, mais d'une manière suffisante pour que nul ne réclame de sang. Lorsque Poirot eut terminé, personne ne parla. Pas même Andrew, dont l'ombre de soupçon s'était si longtemps posée sur les épaules. Lady Margaret, assise droite comme un if, ferma lentement les paupières, comme si les mots avaient levé un fardeau. Poirot tourna la tête vers Éléanore. Elle ne pleurait pas. Son visage demeurait impassible, mais il y avait dans sa posture une forme de relâchement, comme si elle n'était plus en train de fuir. « La vérité, mes chers, » continua Poirot, « ne sert pas toujours à condamner. Parfois, elle sert à comprendre, à prévenir ou à guérir ce qui peut encore l'être. » Il posa la montre à gousset sur la table basse, devant lui. « Il n'y aura pas de dénonciation, car le crime que la loi pourrait juger n'est pas celui que le cœur reconnaît comme tel. Certains, j'en suis certain, auraient préféré une fin plus tranchée, une justice visible, mais la maison elle-même semblait retenir son souffle, comme si elle avait entendu un mot qu'elle n'espérait plus. Poirot ajouta enfin, « Le pardon est une énigme plus grande encore que le crime, et parfois, résoudre l'un, c'est déjà ouvrir la porte à l'autre, alors que les convives se dispersaient lentement, happés par le poids de ce qu'ils venaient d'entendre. Poirot appela doucement Cecilia. Elle s'approcha, les yeux rouges, mais le menton haut. Il lui tendit la montre. Elle hésita, puis tendit la main.
Ce n'est plus une arme, mademoiselle, dit-il. C'est désormais une mémoire réparée. Cecilia regarda l'objet sans un mot. Ses doigts se refermèrent autour, avec une délicatesse infinie, comme si elle prenait en charge un souffle ancien, une voix muette. Le tic-tac s'était remis en marche, régulier, presque rassurant. Elle ne portera plus l'heure d'un chagrin, ajouta Poirot, mais celle d'une transmission. Cecilia leva les yeux vers lui. Pourquoi moi? Parce que vous êtes celle qui n'a jamais eu la parole, et que parfois, ceux qui n'ont pas parlé sont les seuls capables d'écouter ce que les morts auraient voulu dire. Elle hocha la tête sans répondre. Je ne sais pourquoi, mais cette scène me parut plus solennelle que toutes les reconstitutions de l'affaire, comme si l'essentiel ne résidait plus dans l'explication, mais dans la manière dont elle allait continuer à vivre, dans un cœur encore jeune, mais désormais éveillé. Cecilia resta un instant seule dans le salon, la montre posée dans le creux de sa paume. Elle l'ouvrit lentement. Le mécanisme cliqueta avec une douceur presque humaine. Je l'observai à distance, fasciné par cette scène à la fois simple et chargée de résonances invisibles. L'heure affichée n'avait rien de significatif. Une heure banale, d'un jour banal. Mais c'était cela même qui importait. Elle la regarda longuement, comme on regarde le visage d'un parent disparu dans un portrait retrouvé. Puis, avec un calme profond, elle referma le couvercle. À cet instant précis, la montre s'arrêta. Je n'entendis pas le bruit, bien sûr, mais je le sentis, dans l'air même de la pièce, comme si un battement ancien avait choisi ce moment pour cesser, définitivement. Plus tard, Poirot me confia que le ressort intérieur, affaibli, avait probablement rendu l'âme à ce moment-là. Mais en son fort intérieur, je crois qu'il aimait à penser autre chose, que la montre avait choisi son dernier souffle, et moi. Je pensais alors que tout mystère, une fois élucidé, cesse de battre. Il devient silence, mais un silence plus clair, plus doux, comme une page tournée, sans rature. Le lendemain, je me rendis seul, sur les hauteurs de Thornton Edge. Le vent y soufflait fort, mais sans violence, et la mer, en contrebas, roulait ses vagues avec cette indifférence majestueuse qu'ont les choses anciennes. Je m'assis sur une pierre plate, regardant l'horizon, les rochers sombres, les éclats de lumière sur l'écume. L'affaire était résolue, ou du moins close. Mais je ne ressentais ni triomphe, ni soulagement. Seulement un étrange vertige. Je songeais à Éléanore, à Cecilia, à Philippe même, à tous ces êtres qui s'étaient aimés, blessés, trahis, et qui portaient en eux des ruines que nul ne verrait jamais vraiment. Poirot, fidèle à lui-même, avait trouvé la vérité. Mais il l'avait laissée à l'état de murmure. Était-ce sagesse ou abandon? Je n'en savais rien. Mais je compris, ce matin-là, que toutes les enquêtes ne visent pas à punir. Certaines ne font que mettre à nu ce que les êtres taisent depuis trop longtemps. Et face à l'immensité de la mer, je sentis que notre passage, même éclairé par les cellules grises du plus grand des détectives, laissait derrière lui plus d'ombre que de réponses. Et pourtant, c'était suffisant. Le vent soufflait toujours sur Thornton Edge, mais cette fois, il murmurait autre chose. Il ne portait plus les gémissements du passé, ni le cri silencieux des trahisons enfouies. Il glissait entre les pierres comme une main apaisante, douce et claire, lavant ce qui pouvait l'être. Et dans ce murmure nouveau, je crus entendre une promesse ténue, une forme de paix, non pas celle qu'on obtient par le verdict d'un tribunal, mais celle qui naît, parfois, dans le cœur de ceux qui acceptent de comprendre plutôt que de juger. Une paix fragile, certes, mais réelle. La vérité, parfois, ne crie pas.
Elle attend patiemment que le cœur soit prêt à l'entendre. Et vous, face à un mensonge tissé par amour, auriez-vous choisi la justice ou le silence? Si cette histoire vous a touché, aimez-la, partagez-la avec d'autres esprits curieux. Et n'oubliez pas de vous abonner pour en découvrir d'autres. Dites-moi en commentaire votre réponse. Je lirai chaque mot avec attention. Le vent souffle encore sur Thornton Edge. Mais ce soir, il semble apaisé.